face aux demandes et aux ambitions de la transition énergétique, face aux rapports parlementaires et de la Cour des comptes, notamment en faveur du développement du bois énergie, face aux engagements européens, comme ça vient d'être rappelé par Jean-Louis Bal, les engagements de développement pour l'Europe, mais aussi face aux critiques sur le bois énergie, ça a été dit également. Une politique affirmée et volontariste en faveur du développement du bois énergie est-elle possible ? Politiques et acteurs de la filière croiseront leurs éclairages sur les enjeux et les solutions tout au long de cette journée. Mais pour commencer, comme je vous y invitais, nous allons interroger directement quelques parlementaires, avec pour commencer Bruno Millienne, qui est, Guillaume Chevrollier, qui est présent parmi nous, puisque vos collègues sont en visio, à distance. Merci d'avoir bien voulu être avec nous dans ce studio ce matin. Vous êtes sénateur LR de la Mayenne et vice-président de la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Monsieur Millienne, que je viens de citer, Bruno Millienne, est député des Yvelines, MODEM, membre de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale. Il est peut-être déjà présent avec nous, il nous fera signe dans un instant, et devrait nous rejoindre également pendant nos échanges Daniel Gremillet, qui est sénateur LR des Vosges, membre de la Commission des affaires économiques et de la Commission des affaires européennes. Je ferai signe en temps utile, évidemment, à Daniel Gremillet pour intervenir, mais il nous signalera sa présence dès qu'il nous aura rejoint, j'imagine. Bienvenue à vous, monsieur Millienne. Vous nous entendez ? Est-ce que vous nous entendez ? Je vous laisserai réagir dans un instant. Monsieur Millienne, on va continuer de faire les tests techniques avec vous. Merci pour votre présence également à distance. Vous nous ferez part les uns et les autres, messieurs, de votre vision quant à ce rôle du bois énergie dans les territoires et au niveau national, ainsi qu'aux moyens de renforcer l'action des collectivités. Je vous laisserai nous préciser vos opinions respectives sur ces points. Alors pour commencer, si vous le voulez bien, Monsieur Chevrollier, je vais vous laisser commencer et vous donner le privilège de commencer grâce à votre présence dans ce studio. Pour vous entendre quant aux objectifs nationaux et à la mise en œuvre de la transition énergétique dans les territoires, sachant que le bois énergie contribue à l'atteinte des objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l'énergie et qu'il se veut par essence un vecteur particulièrement local. Alors plusieurs dispositions du projet de loi climat et résilience visent justement à mieux articuler les objectifs nationaux avec les politiques impulsées par les régions qui verront leurs actions renforcées. Alors quelle est votre opinion, quelle est votre approche personnelle quant au bois énergie, plus largement pour commencer ? Tout d'abord, merci pour votre invitation. Je pense qu'effectivement, la filière bois énergie n'est pas suffisamment mise en valeur dans notre pays alors qu'elle est ancrée dans les territoires. On a un parc forestier qui se développe dans notre pays. C'est une source d'énergie locale. Les collectivités locales sont très mobilisées sur les sujets. Enfin, moi, dans mon département de la Mayenne, qui est peu forestier, mais on a un certain nombre de collectivités qui ont investi dans des systèmes de chauffage avec le bois énergie. Et l'enjeu, effectivement, c'est de structurer les filières dans les territoires pour avoir l'approvisionnement. Parce que l'impulsion est donnée par un certain nombre de collectivités locales et ensuite les consommateurs, les particuliers peuvent emboîter le pas. Donc moi j'ai confiance, je pense que c'est une source locale d'énergie et l'enjeu du XXIe siècle, c'est bien évidemment la décarbonation de l'économie, c'est de s'appuyer sur des ressources locales et le bois énergie est au cœur de cette transition énergétique. Alors comment renforcer justement l'action des collectivités en matière de transition énergétique ? Même s'il y a un certain nombre de dispositifs, il y a un cadre réglementaire qui est favorable à vos aspirations que vous venez de rappeler, y compris sur votre propre territoire. Comment est-ce qu'on peut inciter les collectivités à accélérer, à aller plus loin, à s'intéresser plus avant à un sujet qui est parfois justement parfois un peu polémique sur le terrain ? Mais ce qu'il faut, c'est avoir déjà de l'information, de la connaissance sur les atouts de la filière bois énergie, et puis ensuite qu'il y ait un cadre législatif et réglementaire qui donne une vision et qui soit stable. Dans le cadre d'une programmation pluriannuelle de l'énergie, qu'on y accorde une place et que la vision soit claire. Or aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a parfois des tergiversations dans la vision de la politique énergétique de notre pays, donc qui peut créer des doutes. Et on le voit d'ailleurs sur la filière bois,
la gestion forestière, c'est une gestion long terme. Donc il faut une vision long terme d'une politique énergétique. Merci monsieur Chevrollier. Monsieur Millienne, vous nous entendez ? Oui, ça y est, je vous ai retrouvé. C'est bon, vous nous entendez et nous vous entendons parfaitement. Je vous laisse tout simplement répondre à cette même question, si vous le voulez bien, pour commencer, à savoir le lien entre les objectifs nationaux, le cadre réglementaire tel qu'il est proposé ou tel qu'il est envisagé, et la réalité sur le terrain pour les collectivités. Est-ce que vous partagez la vision de M. Chevrollier en la matière ? Alors, pour ce que j'ai pu en entendre, oui, je partage sa vision. De toute façon, pour réussir la transition énergétique, on a besoin de toutes les énergies. Donc, on ne peut pas non plus se passer du bois énergie. Le bois énergie a énormément d'atouts, je pense que vous l'avez dit et redit. Alors, il a aussi quelques inconvénients en termes de pollution de l'air. C'est à cela qu'il faut faire attention, notamment sur le rejet de particules fines. Donc, il faut qu'on arrive à travailler là-dessus. Il y a beaucoup de progrès qui ont été faits au niveau du rejet de ce bois qui est brûlé de manière à filtrer le plus possible les particules fines, mais il faut qu'on arrive à travailler encore plus dessus. Et puis il faut, et le sénateur a raison, il faut donner à cette filière une vision à long terme, parce que le bois, c'est pas 2 ans, 3 ans, 4 ans, c'est minimum 20, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Donc il faut qu'ils sachent où ils en sont, mais moi je suis plutôt partisan effectivement qu'on intègre de manière rationnelle et de manière très prévisible le bois énergie dans toutes les énergies renouvelables qu'on a. De toute façon, c'est la première énergie renouvelable en termes de chauffage aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer. Donc voilà, et en plus, ça n'ampute pas notre forêt, puisqu'on ne produit pas, on ne fait pas de forêt spécifiquement pour le bois et pour le bois énergie. Enfin, le bois énergie, il est tiré du bois de construction ou du bois qu'on utilise pour autre chose, mais on ne fait pas spécifiquement du bois pour l'énergie. Merci. Voilà pour un premier point. Oui, très bien. Merci, Monsieur Millienne. Vous intervenez quand vous voulez, bien sûr. Et puis, je proposerai à la régie de me faire signe si Monsieur Gremillet nous rejoint pour que nous puissions l'interroger également sur ces mêmes questions. Alors, parlons en 2 mots, si vous le voulez bien, Monsieur Chevrollier, de compétitivité économique du bois énergie. Parce que le plan de relance, ça a été dit en introduction tout à l'heure, prévoit un dispositif susceptible de contribuer au développement de la filière avec la possibilité aujourd'hui de cumuler une aide à l'exploitation avec l'aide à l'investissement. Et pour autant, ces aides ne concernent pas tous les types de projets et ne s'inscrivent pas tous dans la durée, comme ce que vous venez de préciser et ce que vous venez de demander et d'espérer. La question de la compétitivité de la filière, au même titre que la compétitivité de toutes les énergies renouvelables d'ailleurs, reste donc posée. Elle est plus que jamais d'actualité, vous l'avez rappelé à l'instant, dans un contexte où l'augmentation de la taxe carbone a été gelée, alors même qu'elle devait permettre d'accroître le développement des énergies renouvelables par un regain de compétitivité. Donc j'ai évidemment une question à votre attention concernant cette taxe carbone. Est-ce que vous pensez pertinent d'impulser une nouvelle taxe carbone ou de l'imaginer, ou quelles alternatives voyez-vous à la taxe carbone pour accélérer le développement autant que faire se peut ? Ouais, évidemment, la fiscalité carbone, c'est un outil intéressant. On voit le problème qui s'est posé, c'est l'acceptabilité sociale. Mais je crois qu'il faut mettre au niveau européen une frontière pour une taxation carbone à la frontière de l'Europe. Et quand on aura ensuite cette harmonisation, ça permet, sur le plan national, de faire monter effectivement cette fiscalité carbone qui est le levier de la décarbonation de notre économie et qui donne une compétitivité, qui donnera une meilleure compétitivité à la filière bois. Donc ça va de pair, c'est cette transition qu'il faut opérer actuellement, c'est cette pression politique qu'il faut mener. Je constate malgré tout que dans le projet de loi climat et résilience, il y a peu de choses sur l'énergie et sur la filière bois-énergie et sur la gestion forestière, en l'occurrence. Monsieur Millienne, même question concernant la taxe carbone ou l'éventuelle réactualisation d'une potentielle taxe carbone ou éventuellement d'un dispositif alternatif. Comment voyez-vous les choses ? C'est compliqué, vous l'avez vu, quand on a voulu conserver la trajectoire de la taxe carbone en France, on a eu les gilets jaunes. Voilà, on a opposé fin du monde à fin de mois et on a eu les gilets jaunes. La fiscalité en tant que telle, effectivement, c'est un levier intéressant pour la filière bois-énergie, mais ce levier fiscal, il faut faire très attention quand on le met en place.
s'il n'est pas accepté, si on ne l'adapte pas, si on n'accompagne pas les choses, ça ne peut pas fonctionner. On l'a vu, on a tous été pris par cet épisode des Gilets jaunes. Il faut faire très attention, ce n'est pas de la peur, c'est simplement du réalisme. Il faut faire attention à ça. Et je suis d'accord avec monsieur le sénateur sur la question de la taxation carbone à l'entrée de l'Europe. L'Europe a été naïve pendant trop d'années. On a laissé rentrer tous les produits, alors que de l'autre côté, on voit bien que dans les échanges, nos produits ne rentrent pas aussi facilement dans les autres pays du monde, que ce soit la Chine, les États-Unis ou ailleurs, peu importe. Donc il faut qu'on arrive à un degré de maturité en Europe qui fasse que, oui, effectivement, tout ne peut pas rentrer en Europe sans un prix à payer, que ce soit des taxations douanières, mais que ce soit des taxes carbone. On ne peut pas continuer à accepter des produits qui sont fabriqués avec des conditions qui jouent sur l'environnement comme elles peuvent le jouer, notamment en Chine. Par exemple. Je pense à la Chine, je pense à l'Inde, je pense à d'autres pays comme ça. Donc il faut effectivement que ça commence par l'Europe et après on pourra le faire, l'institutionnaliser sur les autres pays, sans oublier l'accompagnement. Si vous oubliez l'accompagnement, ça ne marchera pas. Pour ce que vous en savez aujourd'hui, est-ce que le contexte, le cadre européen et le cadre politique européen actuel est favorable à ce genre d'orientation? Et si oui, à quelle échéance? Alors l'échange, je ne pourrais pas vous la donner, mais il y a clairement une prise de conscience au niveau européen qu'on ne peut pas continuer dans la naïveté dans laquelle on a été des échanges multilatéraux en acceptant tout de nos partenaires, alors que finalement certains n'acceptent pas grand-chose. Donc voilà, c'est ça qui est en train de se mettre en place, poussé effectivement par l'Allemagne, mais aussi par la France et par d'autres pays européens, parce qu'on s'aperçoit bien qu'on ne va pas pouvoir continuer à être les naïfs de la classe comme ça indéfiniment, sachant qu'on représente quand même un bassin de presque 500 millions ou un peu plus de 500 millions de consommateurs. Donc c'est pas rien. Donc il faut qu'on gagne en maturité, c'est en train de se faire. C'est compliqué parce que vous êtes obligé de décider à 27 maintenant. Avant c'était 28, mais on est obligé de décider à 27. Donc c'est compliqué, c'est toujours le même problème de cette unanimité qui fait que c'est compliqué. Merci, Monsieur Millienne. Monsieur Chevrollier, je reviens vers vous. Est-ce que, faute d'alternatives à court terme, est-ce qu'il faut renforcer la politique d'aide, notamment élargir à un plus grand nombre d'acteurs, un plus grand nombre de projets? Est-ce qu'il faut utiliser ce levier? D'ailleurs, c'est très à la mode, si je puis dire. On a l'impression que parfois, les moyens sont à disposition. Beaucoup de financements sont déployés aujourd'hui. Est-ce que, dans le cadre du plan de relance ou pas, il faut envisager justement de renforcer sur le plan législatif ces dispositifs? Le plan de relance, il y a un effet d'opportunité pour certains acteurs économiques. C'est une aubaine, c'est très bien. Après, le plan de relance recycle aussi un certain nombre de crédits. Où chaque année, dans le cadre du projet de loi de finances, on demande le rehaussement du fonds chaleur pour permettre justement des investissements dans ce secteur-là. Donc on le fera dans le débat budgétaire parce que ça c'est très concret. Et pour revenir sur la taxe carbone, je pense que l'année prochaine, la France sera, sur le premier semestre, à la présidence de l'Union européenne. Donc on peut prendre aussi des initiatives politiques à ce moment-là. C'est une occasion. Il y a un timing, si je puis dire, qui serait favorable pour prendre ce genre de... Absolument. Et puis pour tenir des objectifs long terme de décarbonation de notre économie à 2050, oui, mais bel objectif. Mais après, il faut s'en donner les moyens avec du concret dans les territoires, pour les collectivités locales et pour les acteurs économiques. Merci, Monsieur Chevrollier. Monsieur Millienne, pour compléter ce tour d'horizon, je pense qu'on ne pourra pas passer sous silence les interrogations auxquelles vous avez fait allusion les uns et les autres qui s'expriment régulièrement au sein de la société sur le bois énergie. Il y a beaucoup de craintes, il y a parfois des réticences, il y a effectivement nécessité de faire le tri entre les infox et la réalité et les faits sur le terrain, mais il y a besoin de beaucoup communiquer, ce à quoi nous essayons de contribuer aujourd'hui pour faire connaître un peu mieux le bois énergie. Est-ce que vous partagez ce constat et vous avez fait allusion à la réaction très violente qui a suivi l'instauration d'une taxe carbone? Comment doit-on tenir compte de cette résistance éventuelle ou cette réticence sur le terrain vis-à-vis du bois énergie qui est l'objet de beaucoup de fantasmes souvent? Je pense qu'il y a deux axes. Le premier, effectivement, c'est la communication. Il faut qu'on communique mieux sur l'avantage du bois énergie. Et je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, il faut aussi mieux travailler sur les rejets, parce que malgré tout, il y a des rejets, même si quand vous faites le calcul entre le bénéfice et le risque, je pense que ça capte plus de carbone que ça ne renvoie de particules fines, mais ça existe quand même. Il faut faire attention au niveau de la pollution de l'air. Donc il y a un vrai travail là, technique à faire.
avec la filière, travailler vraiment dessus pour arriver à avoir des échappements de chaleur qui soient vraiment parfaitement filtrés. Il faut, et ça encore une fois, comme quoi on peut se rejoindre sur beaucoup de points avec le Sénat. Encore une fois, je suis d'accord sur le fait qu'il faut qu'on insiste plus dans le PLF sur les réseaux chaleur. Depuis que je suis député, tous les ans, notre groupe a essayé de porter effectivement des points à ce niveau-là. On a du mal à y arriver. C'est quelque chose que je ne comprends pas parce que je pense que en termes d'énergie renouvelable, je vais être très clair, en termes d'énergie globale, on a encore besoin, et on aura encore besoin longtemps de l'énergie nucléaire, puisqu'aujourd'hui c'est la seule énergie décarbonée, mais pour le développement des énergies renouvelables, on ne doit pas se cantonner à un seul type d'énergie. On ne va pas faire que de l'éolien ou que du solaire, il faut qu'on englobe toutes les formes d'énergie. Et le bois énergie est un facteur très puissant de développement des énergies renouvelables. C'est très important. On a quelques points techniques encore. Vous avez quelques points techniques à résoudre en termes d'émissions de particules, mais ça, je fais confiance aux scientifiques et aux techniciens pour le résoudre. Et puis derrière, il faut communiquer. Il faut enlever de la tête des gens l'idée que quand on fait du bois énergie, on détruit de la forêt française. Et puis, on va en venir à, finalement, vous entendez beaucoup l'extrême gauche disent oui, mais si vous faites des coupes rases, demain, c'est pour faire des forêts entièrement dédiées au bois énergie. C'est pas vrai, c'est pas le but pour l'instant. Et je regrette aussi le fait que l'État soit pas tout à fait clair avec vous sur la durée. Donc, il faut qu'on travaille encore là-dessus, à la fois à l'Assemblée nationale, au Sénat, là-dessus, parce que on fait tous partie de ces groupes de travaux qui sur la filière bois et énergie, de manière à convaincre, comme on a pu le faire en tout début de mandat, si vous vous souvenez bien, sur l'hydrogène, où c'était pas gagné d'avance. Et là, il y a beaucoup d'argent qui a été débloqué pour l'hydrogène. Merci monsieur Millienne. Alors à propos justement des impacts du bois énergie et des problématiques liées à la qualité de l'air ou à la biodiversité, par exemple en forêt, nous reviendrons largement sur ces sujets, notamment dans la table ronde suivante consacrée à la ressource et aux impacts sur la biodiversité, au bilan carbone en forêt à travers l'utilisation du bois énergie. Nous reviendrons sur la qualité de l'air cet après-midi dans une table ronde spécifique dédiée à cette thématique. Mais pour rester sur cette problématique sociétale, monsieur Chevrollier, est-ce que vous avez d'autres suggestions en sus de ce que vient d'exprimer monsieur Millienne pour essayer de réconcilier en quelque sorte l'essentiel de la population avec les énergies renouvelables en général, parce qu'il faut bien le dire, ça ne concerne pas que le bois énergie. On a le sentiment parfois, mais c'est un peu des caractéristiques de notre société d'aujourd'hui, qu'à chaque fois qu'une solution alternative est proposée, elles peuvent parfois plus suspectes que la solution qu'elle est censée remplacer. Voilà, alors c'est un petit peu la quadrature du cercle, j'en conviens, et vous êtes coutumier du fait, vous qui êtes parlementaire et vous êtes confronté à ce genre de contradictions en permanence ou d'injonctions contradictoires. Mais avez-vous des suggestions, vous qui êtes un homme de terrain également dans votre département de la Mayenne, pour essayer d'identifier les bonnes pratiques ou les engagements que pourrait prendre par exemple la filière pour faire de la pédagogie? Certes, on l'a compris, c'est essentiel, mais comment faut-il faire pour aller plus loin et ne pas opposer les utilisateurs, finalement, les bénéficiaires du bois énergie à l'avenir, avec les acteurs qui proposent cette solution? Certes, vous avez raison, on évolue dans un contexte avec moult injonctions contradictoires et profusion d'informations. Et il faut trouver les équilibres. C'est l'art de la politique, trouver des équilibres entre des intérêts qui peuvent parfois diverger. Mais il faut avancer. Et partir du terrain de bonnes pratiques, ça c'est sûr. Vous avez évoqué le sujet de la biodiversité. C'est vrai qu'on est dans l'année d'ailleurs de plusieurs conférences sur la biodiversité. Il y a une préoccupation environnementale qui est partagée par tous aujourd'hui, avec des degrés divers d'investissement dans les différentes nuances de l'écologie politique aujourd'hui. Mais je crois qu'il faut être aussi sur des positions d'équilibre sur ces questions-là. Et la forêt est importante pour la biodiversité. Les haies, le bocage, c'est extrêmement important pour la biodiversité. Et expliquer cela par davantage de connaissances, d'informations, de pédagogie sur l'intérêt pour la biodiversité du bocage et de nos forêts, et en même temps expliquer qu'une gestion durable et dynamique des haies comme des forêts à des fins de bois énergie, voilà, on concilie à la fois la nécessité de la préoccupation environnementale
et là, en même temps, qu'on utilise cette énergie qui est territoriale et qui ne fait pas appel à de la déforestation importée à des milliers de kilomètres. Enfin, voilà. C'est essayer de retrouver cette cohérence en expliquant, en expliquant pour éviter effectivement des incompréhensions. Parce qu'il y a parfois des positions qui se radicalisent sur le terrain par incompréhension. Ça, c'est vrai pour la filière bois-énergie. Sur l'ensemble des autres énergies renouvelables, c'est vrai que, je pense notamment à l'éolien, il faut trouver aussi l'acceptabilité. L'éolien, pourquoi pas, mais avec mesure en fonction des caractéristiques des territoires, des paysages, du patrimoine. Enfin voilà, tout est question d'équilibre. Et il faut être à l'écoute des populations, des élus. Et peut-être qu'une énergie renouvelable, des éoliens, c'est bien dans les secteurs où peu denses, où il y a peu de mitage d'habitation. Mais là où il y a un mitage des habitations, où c'est vallonné, où il y a une qualité paysagère, une qualité du patrimoine. Donc voilà, il faut être dans la mesure. Et donc ça, c'est aussi une appréciation territoriale de la politique énergétique. C'est concrètement justement ce que je voulais demander à M. Millienne. Je reviens vers vous. M. Millienne qui est député des Yvelines, je le rappelle, département d'Île-de-France, donc, dans lequel la forêt, qui a une présence importante, et par contre, pour la plupart, très imbriquée dans des zones très urbanisées. Alors quel est votre propre retour d'expérience de terrain? Est-ce que vous avez l'impression que les choses peuvent évoluer, que la pression peut se relâcher par rapport aux attentes des urbains vis-à-vis de leur forêt, dont on sait qu'elles sont assez parfois imagées, elles font appel à beaucoup de sensibilité personnelle. Est-ce que vous pensez que le bois-énergie peut s'intégrer dans une cohérence globale à laquelle vient de faire appel Monsieur Chevrollier? Est-ce que vous avez des témoignages ou des indicateurs intéressants sur votre propre territoire? Alors, j'ai des témoignages, oui, des indicateurs, non. On est toujours dans la même problématique. La problématique de l'explication de la pédagogie. C'est vrai qu'en Île-de-France, comme partout ailleurs, quand les gens voient les salariés de l'ONF ou d'autres commencer à faire des coupes de bois et tout, ils s'inquiètent, ils ont l'impression qu'on détruit leur forêt. Non, on ne la détruit pas, on la soigne. Donc il faut multiplier aussi les interventions sur le terrain avec les associations de consommateurs pour leur faire comprendre exactement comment ça marche la filière bois-énergie. Il faut lever les doutes sur une utilisation qui ne serait pas appropriée des forêts franciliennes en l'occurrence, puisque vous me posez la question sur l'Île-de-France. Et puis pour rebondir plus généralement sur les énergies renouvelables et pour rebondir sur ce que disait le sénateur Chevrollier, il faut aussi intégrer les collectivités territoriales. On est en pleine période d'élections régionales. Je ne fais pas rentrer les élections régionales là-dedans, mais la région va avoir une compétence importante sur la gestion des énergies renouvelables. On a, lors de la loi climat et résilience, et je pense que le Sénat est d'accord avec ça, fait en sorte qu'effectivement, on puisse donner les moyens aux régions de gérer les énergies renouvelables que les régions veulent développer sur leur terrain en fonction d'une cartographie. Ça n'existait pas avant. Il n'y avait pas de cartographie sur le terrain expliquant quel type d'énergie renouvelable on pouvait utiliser. Donc ça va être fait avec les préfets de région et en accord avec les élus locaux. Je dis ça pourquoi? Parce que par exemple, si on parle de l'éolien, enfin, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais en tout cas, il n'y a que 20% du territoire hexagonal qui peut recevoir de l'éolien pour que l'éolien fournisse une énergie optimale. Je parle du territoire terrestre, je ne parle pas de la mer. Bon, ça, tout le monde ne le sait pas forcément. Donc, il ne faut pas placer des énergies renouvelables n'importe où, n'importe comment. Il faut donner aux régions via les services déconcentrés de l'État, quelles sont les possibilités? Elles sont nombreuses. Ça peut être le bois-énergie, ça peut être la géothermie, ça peut être l'hydroélectricité, ça peut être le solaire. On a levé un loup sur le solaire. D'ailleurs, monsieur le sénateur, si vous pouvez poser la question à la ministre lors du débat, ça me fera bien plaisir. C'est qu'on a autorisé à mettre des panneaux solaires sur 500 mètres carrés sur les toits, sauf qu'il y a quand même un truc qu'on n'a pas réussi à lever, c'est qu'à partir d'un certain nombre de kilowatts, alors j'ai plus ça en tête, ou de mégawatts produits quand vous êtes sur une zone d'activité, produit par une zone d'activité, qu'elle soit industrielle ou commerciale, eh bien vous perdez votre statut de zone d'activité et vous devenez société productrice d'énergie renouvelable, nette. Et la fiscalité n'est pas la même. On peut s'étonner qu'il n'y ait pas de panneaux solaires sur nos zones d'activité, qu'elles soient économiques ou industrielles, mais voilà la raison. Et ça fait, je vous le dis, monsieur le sénateur, ça fait plus d'1 an
que je demande une réponse à Bercy et je ne l'ai pas. Donc, vous voyez, je suis totalement transparent avec vous et je veux bien un petit coup de main là-dessus. Mais vous voyez, il faut qu'on arrive à déblayer le terrain de tout ce qu'on peut faire au niveau des régions, puisque c'est elles qui auront la compétence, de leur donner les outils par les cartographies, savoir ce qu'elles peuvent faire ou pas. Ça ou là, c'est peut-être intéressant de faire de la géothermie parce que bah voilà, il y a une source importante, même si on sait que ça coûte de l'argent, mais on sait comment on va pouvoir l'amortir. Le bois énergie, on travaille, il faut que les régions travaillent avec les filières, je sais qu'elles le font pour qu'on voit comment on travaille ça, et il faut expliquer tout ça aux gens. Il faut absolument casser tous ces discours qu'on entend, qui sont d'ailleurs des discours antinomiques, qui sont tenus la plupart par des écologistes politiques et qui sont complètement antinomiques avec la vision du monde qu'ils voudraient imposer, et en même temps, ils ne s'en donnent pas les moyens. Il faut faire du pragmatisme et du réalisme. Donc voilà, c'est tout, mais beaucoup d'explications. Merci Bruno Millienne, merci. Comme vous le voyez, les dessins d'Éric continuent de ponctuer nos échanges, toujours avec beaucoup de pertinence et d'acuité. Alors que j'ai été informé pendant votre intervention de la présence de Daniel Gremillet qui nous a rejoint, qui est à distance avec nous. Je ne sais pas si vous nous entendez, Monsieur Gremillet, sénateur LR des Vosges. Je vous présentais comme membre de la Commission des affaires économiques et de la Commission des affaires européennes. Sans refaire tout notre débat, vous êtes là, Monsieur Gremillet, vous êtes avec nous ? Oui, bonjour à tous, je suis très bien avec vous et je vous entends fort et clair. Parfait, et nous vous voyons même à l'écran maintenant. Merci pour votre présence. J'avais annoncé le fait que vous alliez nous rejoindre pendant cette table ronde sans la refaire complètement, mais je vais quand même vous poser la première question, la question introductive que j'ai demandé à vos collègues parlementaires, à savoir votre opinion globale, votre approche personnelle quant au bois énergie, tout simplement. Écoutez, c'est une conviction qui est très profonde chez moi, puisque dans une autre vie, quand j'étais encore président de la Chambre d'agriculture des Vosges, avec le député maire d'Épinal qui s'appelait Philippe Seguin, j'étais à l'origine puisque ça s'est construit sur le terrain de la Chambre d'agriculture, où on a fait un bail amphithéotique, la première chaudière biomasse bois à partir de plaquettes bois. Département des Vosges, 50% de la surface, c'est de la forêt. Et on a vite compris que si on voulait faire de la sylviculture, donc de la production forestière, un enjeu économique stratégique pour nos territoires, pour notre économie, pour la construction, pour la rénovation, et y compris pour la chaleur, ça passait effectivement par de la sylviculture. Et le seul moyen pour faire de la sylviculture et apporter une réponse économique, je vous rappelle qu'avant, les éclaircies, ça coûtait aux propriétaires. Grâce à la filière biomasse et à l'énergie bois, on est capable d'avoir une charge neutre, c'est-à-dire que le fruit des éclaircies permet effectivement, au-delà d'améliorer la production forestière et d'avoir une meilleure captation de gaz à effet de serre, permet en plus de créer de la chaleur. Donc c'est quelque chose que je crois profondément. Donc ça peut se décliner, et je l'ai beaucoup soutenu dans le texte où j'étais rapporteur énergie-climat, climat-énergie, on le met dans le sens que vous voulez, mais pour moi, c'est important de le dire dans les deux sens. Vous avez compris pourquoi. Il est absolument essentiel que cette notion énergétique territoriale puisse être reconnue. Je vois au niveau industriel, je préside une entreprise qui fait du fromage, qui a besoin beaucoup de chaleur, de vapeur. Aujourd'hui, hier, c'était avec du fioul lourd. Aujourd'hui, c'est uniquement avec de la biomasse. Nous avons 2 centrales biomasse. Et ça a créé 17 emplois dans un rayon territorial et c'est renouvelable. Parce que le dossier des énergies renouvelables, vous savez, je suis très attaché au bilan carbone. Faire de l'énergie renouvelable, je ne veux pas être trop critique, mais avec des panneaux solaires qu'on importe d'Asie, quand vous faites le bilan carbone, ce n'est pas si bon que ça. Donc, il faut relocaliser et la filière bois-énergie en fait partie. Donc, lorsqu'on exporte des grumes, on exporte du beau bois qui peut être travaillé, mais on exporte aussi des produits connexes qui ne restent plus dans nos territoires. Et aujourd'hui, il y a un deuxième chantier qui est ouvert, c'est sur les déchetteries. Quand je vois le travail qui est fait aujourd'hui et le gisement de bois qui va provenir du recyclage, ça donne des perspectives très intéressantes. Donc, moi, je combats ceux qui disent il y a trop, et je me rappelle dans le département des Vosges,
lorsqu'on a fait les premières chaudières bois, on a dit mais on va raser la montagne des Vosges. Ben, je suis désolé, la montagne des Vosges n'a pas été rasée, la forêt est toujours là, et au contraire, grâce à cela, elle ne s'en porte que mieux. Alors justement, Daniel Gremillet, je venais juste d'interroger avant votre arrivée parmi nous votre collègue de l'Assemblée nationale, Bruno Millienne, qui est député des Yvelines. Je l'interrogeais quant à la perception, à l'acceptation du bois énergie sur son propre territoire, qui, comme vous le savez évidemment, est très proche de zones très urbanisées. Qu'en est-il de votre département aujourd'hui? Est-ce que vous avez l'impression, en prenant compte cette réticence ou parfois même cette résistance de certaines parties de la société face au bois énergie et en particulier, mais plus généralement des énergies renouvelables, est-ce que vous avez l'impression qu'avec de la pédagogie, comme vous avez peut-être eu l'occasion de le faire tout au long de ces années, les choses évoluent? Et si oui, grâce à quoi ou grâce à quel levier ou à quelle bonne pratique? Alors c'est vrai que le contexte de personnes qui s'enlacent après des arbres pour empêcher qu'on les coupe, c'est devenu un phénomène de société. Alors, il n'est pas propre, je serais tenté de dire, au bois énergie. Et dans notre région, le bois énergie est plutôt bien accepté. Au contraire, la population a conscience que c'est une ressource locale parce qu'on a été élevé comme ça quand on était gamin. C'est un peu notre histoire. Hein. Oui. N'oublions pas qu'on avait dans notre département... Quand j'étais gamin, il y avait encore des arrêtés communaux qui autorisaient la population à aller chercher du bois mort pour se chauffer. Il faut savoir d'où on vient. Et aujourd'hui, grâce au bois énergie, il faut bien expliquer on ne détruit pas la forêt. Au contraire, on fait que cette forêt soit plus belle, apporte plus de réponses aux besoins de la société, pour la construction, pour tout ce que l'on peut évoquer, et peut-être demain pour la biochimie, la chimie verte avec la fibre bois. Vous savez qu'on a le campus fibre bois à Épinal avec pas mal de recherches. Il y a des pilotes expérimentaux qui nous permettent de voir tout ce que l'on pourra faire avec la fibre et les différentes essences. Il ne faut pas opposer les résineux, les feuillus. Il y a plein d'avenir dans la fibre bois. Y compris dans l'énergie. Donc le vrai débat aujourd'hui, c'est bien d'expliquer aux gens, parce que lorsque vous mettez en route un réseau de chaleur, lorsque vous mettez en place une chaudière biomasse, lorsque vous mettez en place du chauffage bois, eh bien effectivement, vous faites vivre un territoire et le bilan carbone est plutôt bon. Alors il y a le débat sociétal aujourd'hui. Alors je vais être un peu dur. C'est un peu la politique des, enfin je ne veux pas dire des bobos, mais presque ça, où on dit attention, l'énergie bois, il y a des particules fines, ça pose problème, il faudrait l'interdire. Bientôt, il faudra interdire la vie sur nos territoires. Et je fais confiance à la recherche, à l'innovation. Quand je vois en l'espace de 15 ans notre chaudière bois, comment elle a pu évoluer, et les systèmes de filtrage que nous pouvons avoir, je suis confiant sur la capacité de la technologie et de l'homme à pouvoir faire en sorte qu'effectivement les rejets de l'utilisation du bois soient encore mieux maîtrisés et qu'elles ne soient pas nocives à l'homme, qu'elles ne soient pas nocives à notre atmosphère. Mais il faut toujours, dans la balance, mettre les deux, le plus et le moins. Daniel Gremillet, je vais vous demander évidemment une sorte de morceau de bravoure puisque vous nous avez rejoint ultérieurement dans cette table ronde, donc j'avais encore une ou deux questions à vous poser. Je vais vous demander, pour commencer, si vous le voulez bien, juste sur un aspect pratique, si vous avez la possibilité de recentrer légèrement votre caméra, parce que nous vous entendons très bien, nous vous voyons bien, mais tout à fait partiellement pour l'instant. Donc peut-être avez-vous la possibilité de vous recentrer sur votre caméra. J'ai interrogé vos collègues tout à l'heure, au-delà de l'acceptabilité citoyenne et sociétale, sur les aspects économiques, compétitivité de la filière bois-énergie. Nous avons notamment effectivement rappelé les uns et les autres que le plan de relance actuel était une opportunité pour un certain nombre d'acteurs, puisqu'on a désormais la possibilité, par exemple, pour certains d'entre eux, de cumuler des aides à l'exploitation avec des aides à l'investissement. Bon, ce qui n'est pas encore le cas pour tous les projets, mais cela va, semble-t-il, dans le bon sens. Quelles sont pour vous les conditions, les facteurs clés de succès, ou les conditions de réussite sur le plan à la fois des aides
ou peut-être de dispositifs complémentaires? Faut-il notamment, ça a été ma question tout à l'heure, réactiver la taxe carbone? Si oui, pourquoi et comment? Et sinon, quelle alternative voyez-vous à ce type d'incitation pour améliorer la compétitivité du bois énergie? La compétitivité du bois énergie, aujourd'hui, elle n'est pas forcément à démontrer, elle est acquise. Moi, je le vis personnellement en termes industriels. Le prix de la production de la vapeur nécessaire à l'outil industriel est tout à fait compétitif. Donc, c'est tout le sens, c'est l'organisation de l'APRO. Effectivement, la filière n'aura d'intérêt que si vous avez une bonne organisation de l'APRO et avec un périmètre significatif, mais pas trop lointain. Mais au niveau industriel, au niveau de la technique, ça existe. Où on a besoin de lisibilité, c'est tout le débat qu'on a sur le texte climat résilience qui va arriver au Sénat. Je continue, moi, à titre personnel, de défendre la notion de réseau. Les réseaux de chaleur, les réseaux de froid ont toute leur pertinence et leur intérêt. Il faut donner une lisibilité aux collectivités. On ne peut pas être dans des stratégies qui varient tous les 5 ans. Ce n'est pas possible. Il nous faut une stratégie et face à cette stratégie, vous aurez automatiquement des industriels qui vont investir sur la recherche et l'innovation qui nous permettront d'être encore plus performants, qui nous permettront d'avoir un meilleur rendement, qui nous permettront d'avoir de meilleurs effets sur les rejets et puis qui nous permettront de mieux apprécier là aussi les gisements, qu'ils proviennent de la sylviculture ou qu'ils proviennent du recyclage. Donc c'est un enjeu, il nous faut une ligne de conduite. Il faut que la France, notre pays, affirme haut et clair ses choix stratégiques. Et effectivement, quand vous faites un réseau de chaleur, vous ne le faites pas pour 3 ans. Vous le faites, c'est des personnes. Et les réseaux de chaleur ne se limitent pas au milieu urbain. Ils peuvent aussi se décliner dans le milieu rural. J'ai des exemples de villages où vous avez eu. C'est un peu ce qu'on a en Autriche. En Autriche, oui, regardons ce qui se passe. Ah oui, c'est magnifique. Donc, moi, je suis plein d'optimistes. Donc, je crois beaucoup à ces marges de progrès, à ce potentiel. Mais oui, mais il y aura de la recherche et de l'innovation que si effectivement il y a une ligne de conduite, si on affirme la stratégie. La France a la chance d'avoir, quelles que soient les régions, des ressources renouvelables d'origine forestière très intéressantes. Il ne faut pas les opposer et effectivement, à partir de là, vous aurez... Et moi, je souhaite qu'il y ait encore plus d'entreprises françaises qui investissent dans la technologie, dans les systèmes. On a trop encore de dépendance avec d'autres pays de l'Union européenne qui nous fournissent ce genre d'équipement. Aujourd'hui, il faut encourager les investissements et encourager les innovations dans nos territoires, dans nos régions. Alors, je profite de vos remarques pour vous rappeler que nous aurons parmi nous cet après-midi des industriels, justement, chaudiéristes, fabricants de poêles, etc., qui nous rappelleront justement tous les efforts qui ont été faits ces dernières années et la recherche qui profite encore et déjà à toute cette filière. Nous y reviendrons, nous parlerons évidemment de qualité de l'air, comme je l'ai dit tout à l'heure, et les réponses qui y sont apportées. Juste pour terminer notre tour de table, Monsieur Chevrollier, pour revenir sur la compétitivité, Daniel Gremillet se montre très optimiste et nous affirme déjà que le bois énergie en tant que tel aujourd'hui est compétitif. On sait cependant la sensibilité qu'ont les énergies renouvelables en général quant aux variations des hydrocarbures et des énergies fossiles. C'est vrai qu'il y a une concurrence permanente et parfois des seuils de rentabilité qui sont très faibles en fonction du cours de ces énergies. Comment voyez-vous les choses? Je reviens sur la taxe carbone. Évidemment, c'est sous-tendu, mais sans passer peut-être par cet outil, comment voyez-vous le meilleur moyen de diminuer cette sensibilité pour que se mettent en place des projets plus rapidement, sachant qu'il y a encore beaucoup d'interrogations et un manque de visibilité pour certains porteurs de projets? On l'a vu, oui, il faut une stratégie claire pour donner aux investisseurs confiance et la nécessité aussi d'avoir des politiques d'accompagnement par l'État et puis par la sensibilisation, comme nous faisons aujourd'hui, pour stimuler la demande pour le bois et l'énergie
Et en même temps, je trouve que le bois énergie permet la conciliation avec la préoccupation environnementale, parce que la forêt, le bocage, dans une gestion dynamique durable, c'est bon pour l'environnement, c'est un puits de carbone, donc ça contribue des deux côtés à la décarbonation de l'économie et à rapprocher aussi, avoir une approche territoriale. Donc oui. ça, et prendre en compte aussi, ça coche un certain nombre d'éléments qui sont dans les aspirations aussi de nos concitoyens, donc à l'État d'accompagner, et encore une fois avec les collectivités pour aller dans ce sens. Et vous rappelez l'intérêt aussi de prendre en compte dans les bilans les valeurs immatérielles qu'apporte aussi le bois énergie, vous l'avez rappelé, à travers les différents bénéfices connexes qui peuvent être apportés sur le terrain. Monsieur Millienne, même question, ce sera un petit peu le mot de la fin pour chacun d'entre vous. Avez-vous des recommandations particulières ou un dernier message à faire passer à ce stade ? Ben, à vous pas trop, parce que vous faites le job, on va dire les choses comme elles sont. C'est effectivement au gouvernement, et Daniel Gremillet l'a bien signalé. Et vous voyez que quand on est éduqué au milieu des forêts, quand on a cette culture-là, l'exploitation de la forêt pour du bois de construction ou pour du bois énergie ne pose aucun problème. Là, vous n'avez pas de problème d'acceptation dans les Vosges, parce que les gens ont été élevés et ont cette culture-là du bois énergie et du bois de construction. Donc on a un effort à faire en termes, encore une fois, de communication et d'explication sur les territoires où c'est moins évident. Moi, je pense à l'Île-de-France, c'est beaucoup moins évident. Il y a beaucoup plus de réactions qui sont plus politiciennes que réalistes. Et puis, je suis d'accord sur un point, il faut impérativement qu'on arrête de jouer au chat qui se mord la queue, c'est-à-dire d'un côté des gouvernements qui vous disent « mais oui, mais la filière bois, elle n'est pas organisée, tant qu'elle n'est pas organisée, on ne va pas l'aider ». Ben non, il faut qu'on l'aide, parce que sinon, si la filière bois attend que l'État l'aide pour s'organiser, alors il faut que tout le monde travaille ensemble et qu'on s'en sorte. Il y a un premier pas qui a été fait sur le plan de relance. J'ai bien conscience que ce n'est pas suffisant. Je ne vais pas vous raconter de sornettes. Il faudrait beaucoup plus d'argent débloqué, effectivement, pour la filière bois. Mais c'est un premier pas qui est fait. Et j'espère que ça va avoir un effet d'entraînement qui va nous permettre, effectivement, d'avancer beaucoup plus vite que ce qu'on a avancé jusqu'à maintenant sur cette filière-là pour son organisation. Et je voudrais dire à mes collègues sénateurs que sur ce sujet-là, ils me trouveront toujours à leur côté. Voilà. Merci, monsieur Millienne. Le bois énergie, on y travaille, je dirais même plus, on y bûche. Merci Eric pour ces illustrations. Daniel Gremillet, même question en guise de mot de la fin également. Alors vous avez vu à quel point vous pouvez être envié par cette culture vosgienne du bois énergie, puisqu'effectivement, vous l'avez rappelé, elle est très ancienne. Vos concitoyens localement utilisent depuis très longtemps le bois pour se chauffer, puis les plaquettes, puis les granulés, en comprenant très bien aussi toute la cohérence qu'il y a dans l'industrie du bois en général et de leur forêt. Il y a la pratique de l'affouage aussi, si je me souviens bien, dans votre région, qui est très ancrée également. Et voilà, donc si nous pouvons vous envier justement sur certaines facilités que vous pouvez avoir sur votre terrain, quels seraient vos conseils? Qu'est-ce que vous souhaiteriez diffuser comme message à l'attention de tous vos collègues sur les territoires qui pourraient les aider à encourager, à soutenir des projets bois énergie à l'avenir? Vous savez, le plus beau projet qu'il faut porter tous ensemble, et je me réjouis et je m'excuse de vous avoir rejoint un peu tardivement, mais j'avais des contraintes. Je l'avais expliqué, mais je suis heureux d'être avec vous. Le plus gros projet que l'on puisse conduire, c'est celui, effectivement, où l'énergie à partir du bois s'est trouvé l'indépendance par rapport, on l'a vu avec le cours du baril et toute l'histoire que ça a pu générer avec les spéculations, les crises pétrolières. Lorsqu'on a une filière bois organisée sur un espace territorial, c'est la garantie d'avoir une stabilité du prix de l'énergie qui est très intéressant pour nos concitoyens, pour les habitants, très intéressant aussi pour l'économie. N'oublions pas qu'on a des entreprises et si on veut développer et repositionner en France de l'énergie économique, il nous faudra de l'énergie tout simplement électrique, mais aussi de la chaleur. Il nous faudra, et cette notion de prix de revient et de stabilité est très importante. Et tout à l'heure, quand il y avait la petite image avec le bois bûche, très intéressante, j'ai beaucoup aimé parce que
il faut aussi réhabiliter le bois bûche, il ne faut pas le condamner complètement. Il y a un vrai sujet, un sujet qu'on a dans nos deux assemblées tous les ans. Tous les ans, j'essaye par des amendements de faire évoluer. Il ne faut pas que ce soit le bois bûche n'importe comment, mais la chaleur bois, enfin l'utilisation du bois à des fins énergétiques est multiple. Il y a le granulé, il y a les plaquettes. Il ne faut pas les opposer. Il nous faut des systèmes de plus en plus performants qui existent pour pouvoir les rendre compatibles. Mais ce qui est très intéressant, c'est de faire ce qu'on fait ce matin. Vous voyez, on ne s'est pas concerté avec notre collègue de l'Assemblée, avec Guillaume, que je rencontre, à qui je dis bonjour et que je salue aussi notre député. Sans se concerter, on dit la même chose. On est des régions différentes, on dit la même chose. Il faut en parler. On a une chance dans notre pays. Ces chances, eh bien, il faut les cultiver. Et j'aime bien l'expression canadienne où il y a beaucoup de forêts. En France, on dit bonne chance. Et moi, au Canada, on dit prendre sa chance. Eh bien, je souhaite que la filière bois et notamment toute la partie énergétique prenne sa chance parce qu'il y a vraiment quelque chose de très intéressant, de non délocalisable, bon pour la planète, bon pour le citoyen, mais aussi avec une stabilité de coût, de prix de revient intéressante pour nos concitoyens. N'oublions pas qu'il y a aussi de la précarité énergétique dans nos territoires. Et moi, ça me fait mal de voir qu'il y a des personnes qui n'ont pas de chauffage, qui vivent dans des conditions difficiles, alors que tout près de chez eux, il y a du bois, tout près de chez eux, il y a une énergie naturelle qui pourrait leur permettre effectivement de vivre un peu plus dignement. Donc, il faut remettre les choses là où elles doivent être et revenir à l'essentiel. Merci beaucoup Daniel Grumier. Merci messieurs pour ce tour d'horizon très, très complet, pour vos éclairages, vos visions respectives quant à notre sujet du jour. Merci Bruno Millienne, député des Yvelines, d'avoir bien voulu être présent également à distance avec nous. Et merci, sans faire de hiérarchie, en particulier à Guillaume Chevrollier qui a bien voulu venir jusqu'à nous dans ce studio. Guillaume Chevrollier, sénateur LR de la Mayenne. Merci beaucoup pour votre présence aux uns et aux autres, pour votre contribution à cette journée. Je vais donc passer la parole dans un instant et sans autre transition à Clarisse Fischer qui va vous proposer un nouveau quiz qui sera suivi d'un petit film introductif sur notre séquence suivante. Je vous laisse nous en dire plus quant au quiz Clarisse, non sans vous avoir précisé auparavant que nous passerons pour la table ronde suivante à 11h10 précisément, à l'impact du bois énergie sur la ressource avec des participants que je vous présenterai en temps utile. N'hésitez pas d'ici là et pendant cette conférence à suivre à participer vous aussi à travers vos questions qui seront portées et exprimées en votre nom par Clarisse Fischer à l'issue de chacune de nos tables rondes. À tout à l'heure, donc à 11h10 précise pour la table ronde suivante consacrée à la ressource, aux impacts du bois énergie, notamment en termes de biodiversité et de carbone. Merci Clarisse, je vous passe la parole. Oui, merci Jean-Charles. Je pense que c'est bon. Voilà, pour cette seconde série de questions, donc 2 questions, cette fois-ci sur la ressource, en lien avec la table ronde qui va suivre. Et donc, la première question va porter sur... Voilà, deuxième série sur la ressource, et la deuxième question va porter sur l'utilisation finalement du bois après récolte d'un arbre adulte. Donc selon vous, quelle partie de l'arbre peut être valorisée en bois énergie? Donc les réponses que l'on vous propose sont les suivantes. Donc 1 à 20% du volume du bois peut être valorisé en bois énergie, 40% ou près de 70%. Sachant que, bien sûr, une partie va prioritairement, on l'a dit précédemment, à la valorisation en bois d'œuvre. Donc 3 propositions de réponse. La première, 20%, la deuxième, 40%, et la troisième, 70%. On parle bien ici d'un arbre adulte
que l'on pourrait récolter. Et donc, je regarde pour être dans les temps. Voilà, pour vous permettre de pouvoir répondre à ce second quiz. Voilà, vous êtes déjà un certain nombre à participer à ce quiz. Voilà, donc il y a 2 réponses prioritaires qui se dessinent. Je vous laisse donc encore participer. Je pense que c'est bon. Donc vous êtes effectivement à 50% à présenter 40% du volume de bois. Et donc, les réponses sont les suivantes que vous allez voir s'afficher. En fait, par rapport à tout le bois, est-ce que l'on peut passer les réponses? Voilà, c'est bien près de 70%, même plus, de l'arbre qui peut être valorisé en bois énergie. Et donc, vous allez mieux comprendre avec le petit graphe qui suit. Au moment de la récolte, il y a une partie, 40%, on parle des houbliers qui vont pouvoir être valorisés en bois énergie ou en bois d'industrie. Le reste allant à destination du bois d'œuvre. Et on a dans cette valorisation, dans ce façonnage du bois d'œuvre, 30% qui va constituer ce bois d'œuvre et 30% des connexes séries qui peuvent elles-mêmes être valorisées en bois énergie. Ce qui fait que pour 1 mètre cube de bois d'œuvre, il est produit 1 à 2 mètres cubes de bois énergie en parallèle de la production de ce bois d'œuvre. On va passer à la deuxième question, si vous voulez bien. Donc là, on va parler plutôt combustible et non pas bois et arbres. On en a un peu évoqué un certain nombre. Donc la question que l'on vous pose, c'est quelle forme de combustible consomme-t-on le plus? Donc là, on vous propose différentes possibilités par ordre croissant et en volume. Donc, est-ce qu'on consomme plus de plaquettes que de bûches que de granulés? Ou est-ce l'inverse? Est-ce qu'on consomme plus de plaquettes que de granulés que de bûches? Troisième réponse, plus de bûches que de granulés que de plaquettes, ou plus de bûches que de plaquettes ou de granulés. Donc, je vous repose la question et vous laisse le temps de répondre sur cette classification des combustibles. Et donc les participations, donc il y a une réponse majeure qui se dessine et puis voilà, donc 2 réponses, mais quand même une grande majorité d'entre vous, donc plus de 70%, qui propose 4 dernières réponses. Et donc, on voit afficher effectivement la réponse. Et c'est bien, effectivement, on consomme aujourd'hui plus de bûches que de plaquettes que de granulés. Donc, le petit graphe qui va l'illustrer est le suivant. Donc là, on parle que des ressources forestières et on voit voilà, la partie, les 22,7 millions de mètres cubes de bûches commercialisées ou non, et puis 2,7 millions de mètres cubes de plaquettes forestières et le reste de granulés bois. Sachant ici qu'on ne parle que de la plaquette forestière, à cela il faut ajouter bien sûr d'autres combustibles. La plaquette forestière ou assimilée représente aujourd'hui entre 50 et 60% des besoins en combustible. On peut y associer dans assimiler les plaquettes bocagères, les plaquettes de haies, et puis également, sans oublier, tout ce qui va être bois en fin de vie, notamment par exemple des broyats d'emballage qui forment aussi un combustible utilisé aujourd'hui. Donc merci pour ce petit quiz introductif pour la question, la table ronde suivante sur la ressource. On va pouvoir passer à un film. Ce que on vous propose aujourd'hui, c'est effectivement une synthèse qui avait été faite lors de l'édition de 2019, qui posait des questions, les questions qui ont été posées précédemment sur la ressource, et pour permettre d'introduire et voir 2 ans après l'évolution sur la ressource. Et puis on se retrouve, comme Jean-Charles l'a dit,
à 11h10, après cette petite pause. Quels sont les critères de bonne pratique pour une récolte respectueuse de la forêt? La forêt française n'est pas une forêt naturelle. Elle a toujours été cultivée dans un cadre bien défini et le bois énergie n'est qu'un élément de cette gestion au quotidien. Même si pour le grand public, elle paraît naturelle parce que le cycle de vie, les interventions sont très éloignées, de 5 à 10 ans, elle s'inscrit dans un calendrier très précis et elle a été toujours gérée durablement. Historiquement, la forêt française a toujours produit du bois énergie. C'était pour se chauffer, pour les forges. Aujourd'hui, on a un changement de consommation. On passe du bois bûche vers d'autres débouchés que sont la plaquette forestière ou le granulé. Mais globalement, la forêt publique française n'est aucunement en danger. Elle est gérée durablement dans le cadre d'aménagements qui prévoient tous les passages en coupe. Il n'y a pas de surproduction de la forêt française et il n'y a pas non plus de conversion de la forêt d'arbres pour faire du bois d'œuvre, pour faire du bois énergie. Le bois énergie reste un outil, on ne plante pas de forêt pour faire du bois énergie. C'est juste un outil pour permettre d'améliorer les peuplements existants et de faire du bois d'œuvre qui est le bois le plus noble dans l'utilisation du bois.